Depuis quand c'est l'Arche de Noé ici, hein? Quoi, baler des poupées sans ailes maintenant? Déjà qu'on a un pilote noir? C'est une mission des forces alliées, lieutenant Finch. On travaille main dans la main. Non, pas question que je te donne la main. Les gars, écoutez-moi, on peut revenir à nos moutons? T'as dit des poupées sans ailes. Pourquoi sans ailes? Elle a un bras cassé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de son bras? Elle a un beau cul? J'ai pas bien vu avec sa tenue. Elle est déguisée en soldat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a l'air chaude comme la braise. Je serais prêt à me taper ta garde pour aller la sauter. Non, franchement, elle a une de ces bouches, le genre de bouche où on se mettrait bien au chaud toute la journée. Oh mon Dieu, si on s'ennuie, peut-être qu'on pourra tous en profiter. Elle aura peut-être besoin que d'une main pour s'occuper de toi, mais pour mon engin, il y faudra les deux. Dire qu'elle avait sa chatte juste à côté de moi et que j'ai même pas pu en profiter. Elle se laisse pas facilement caresser celle-là. Bonsoir, j'espère que ça vous embête pas trop que je me sois incrustée. Ah, désolé ma puce. On savait pas que vous nous écoutiez. Ouais, désolé. C'était des compliments. Ah, allez-y mollo alors. Je voudrais pas attraper le melon. Vous pouvez venir attraper autre chose quand vous voulez, ma belle. Sacré Dorn, il est vraiment intenable. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost, oh, ton cul. C'est mon génie. C'est de la merde, Angie, de la merde. Encore une super production, un film à budget monstrueux, il va encore crasser la baraque, il aura un succès fou. N'empêche que ça reste de la merde. Bah, c'est pas une raison pour balancer ton joli trophée. Très bien, tu décides enfin à me proposer un personnage qui a un peu d'épaisseur, quelque chose qui ait de la consistance. Je commence vraiment à en avoir marre des films à numéro de série. Est-ce qu'il y a un Hamlet 3? Est-ce qu'il y a le Marchand de Venise 4, le retour? Bah, ils viennent de sortir Henri V. Ah oui, d'accord. Je suis sûr qu'ils vont faire un malheur avec cette histoire. Arrêtons ce délire, tu veux bien, et parlons un peu de choses plus concrètes. Pas tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? 1,5 milliard de dollars, rien que pour les entrées en salle. Sans parler des 7 millions de dollars de royalties, ni des 12% sur les recettes. Tu n'as jamais eu une telle cote, Nick. Tu te rends compte que tes films se vendent en Libye aujourd'hui? Fabuleux, j'ai un pied chez les terroristes maintenant, et bientôt en Irak. Le seul problème, c'est que moi j'ai envie de grandir, Angie. J'en ai marre d'être un héros de BD, j'ai envie de devenir adulte, tu comprends? Mais y'a que moi qui ai envie de me voir grandir, alors merde! Bon, te fatigue pas, j'ai compris, tu veux toujours décrocher ce rôle. Le rôle du poulet, là, l'inspecteur Casanova. Casanov, ouais, Casanov, ouais. Oh merde, c'est pas vrai, c'est Gupta! Ils sont pas vrais, ces machins! Oui, parfaitement, j'aime ce personnage, parce qu'il a de la consistance. C'est un vrai personnage, Angie, avec des fins moins difficiles. Un gars qui perd son sang quand il est touché, qui gère quand il est écœuré. Si le public aime tes films, c'est avant tout parce que tu le fais rêver. J'ai peut-être tort, mais je serais tout à fait étonné qu'il se précipite pour te voir vomir. En plus de ça, il vole Mel Gibson pour le rôle. Ah, parce qu'il faut montrer son cul, j'étais pas au courant. Debout. Il a presque signé. Le réalisateur est parti 15 jours et à son retour, il se mettra... Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonsoir Antonin. Salut les kids. Je dis bonsoir puisque nous enregistrons, il est déjà tard, il fait nuit, les lumières sont déjà allumées. Et petite précision avant de démarrer cette émission, nous venons d'avoir un accident, à savoir nous avons perdu la première partie de l'émission que nous venions de commencer à enregistrer. Je vais me permettre de faire un petit résumé. Vous venez d'entendre un extrait notamment de La manière forte de John Badham, donc j'avais
avez brillamment démarré cette émission en faisant... C'était exceptionnel. Merci. Ouais. Je fais un court résumé, j'explique ce que... Voilà. J'ai brillamment démontré que John Badham n'était pas le grand artisan que nous aimerions avoir pour ce genre de film, qui était un buddy movie tout à fait honorable. Blablabla, James Woods, Michael J. Fox, vous m'excuserez de faire vite, mais du coup c'est vrai que c'est dommage, on peut pas répéter tout ce qu'on a pu dire. J'en profitais pour aborder une autre sortie chez Rimini, puisque La Manière Forte est sortie chez Rimini en Blu-ray. Et Milagro donc sort aussi chez Rimini, un deuxième film de Robert Redford, ce qui nous a permis de revenir brillamment justement sur la carrière de réalisateur de Robert Redford dans l'espace de 3 ou 4 minutes et sa place dans le cinéma américain en tant qu'indépendant. Et tu avais brillamment, toi aussi, terminé cette présentation en expliquant que Robert Redford n'arrivait pas à la cheville de Clint Eastwood pour ce qui était de la représentation de toute une forme de population, de ce mélange entre l'épique et l'intimiste, le lyrisme et puis autre chose que Robert Redford avait beaucoup de mal finalement. J'avais surtout brillamment démontré la différence entre un metteur en scène honnête et un cinéaste inspiré. Et voilà, j'avais dit Clint Eastwood, même dans son pire film, on a une qualité de regard que Robert Redford, parce que c'est un gros nul, n'aura jamais. C'était peut-être un peu mieux dit dans l'émission que nous avons mais ça, perdu. C'est perdu pour tout le monde. Exactement. On avait aussi dit qu'on y reviendrait peut-être à la fin de cette émission, puisque nous avons prévu de parler du Nomadland, qui est donc le grand succès art et essai du moment, à la fin de cette émission. Juste avant de parler de Nomadland, nous parlerons d'Alabordage, mais avant de parler d'Alabordage, on était aussi revenu sur un sujet plutôt important à partir d'une espèce de série B néo-zélandaise disponible sur une plateforme dont je tairai le nom. C'était Shadows in the Cloud. Tu n'as même pas réussi à citer le nom du réalisateur, je te le rappelle. Qui est d'ailleurs une réalisatrice, je crois. Ah bah bravo, tiens, super. En tout cas, justement, ça nous avait permis de revenir sur la représentation de la femme dans le cinéma d'action américain. Et c'était très très intéressant, si je peux me permettre. Quel dommage, mais quel c'est dommage vraiment que terrible tout cela parce soit que perdu. du coup, on avait abordé pas mal de films justement qui permettaient d'avoir une approche vraiment intéressante d'un héros féminin dans cette forme de cinéma de série B, ou en tout cas qui s'apparenterait à une écriture de série B. Je m'étais permis de citer des films comme Avif ou de Denis Jordan ou Citizen Kane de Abel Ferrara avec cette célèbre actrice. Avec Harvey Keitel. C'était vraiment très très intéressant. Malheureusement, cette partie d'émission, ces 20 et quelques minutes que nous avons pu enregistrer sont perdues à jamais. C'est à cause d'Antonin, encore une fois. Je suis désolé comme ça de te dénoncer. C'est à cause de toi. Cette petite introduction pour vous dire que, comme vous l'avez remarqué sans doute, l'apéro est un peu trop entamé, ce qui ne va pas nous empêcher, bien au contraire, de parler de ce film de Guillaume Braque qui est disponible sur Arte TV. Il était passé à la télévision et il est toujours disponible au moment où nous enregistrons. Au moment où nous avons remarqué d'ailleurs que l'enregistrement de cette émission ne fonctionnait pas, nous allions diffuser un extrait. On va le garder plutôt pour après, ce qui va nous permettre de nous étendre un petit peu sur ce film, qui a été pour moi une petite surprise. Alors, je dois admettre que je n'avais pas vu les 2 derniers films en fait de Monsieur Guillaume Braque, dont on avait déjà parlé il y a pas mal de temps. C'était la sortie en DVD de Un monde sans femme, au moment où son acteur du moment dont j'ai Vincent Macaigne était un quasi inconnu. Depuis, il est apparu dans les 3/4 des films français. Il est encore aujourd'hui à l'affiche d'un film qui fait beaucoup de promotion. Médecin de nuit. Médecin de nuit, ouais, je le vois pas encore beaucoup. Sorti, mais qui est dans le cadre du festival Télérama. Bien sûr, et je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, Monsieur Macaigne est toujours en haut de l'affiche. Peut-être que son nom à lui seul fait vendre un film, ce qui n'est plus le cas pour beaucoup d'acteurs quand même. C'est plus possible aujourd'hui de vendre un film. Il fait vendre un film, ça c'est sûr, mais dans une économie qui correspond à celle d'un cinéma d'art essai. Donc c'est-à-dire qu'il fait vendre un film de merde à hauteur de 100 000 spectateurs, on va dire. Mais le fait est à hauteur de Catherine Deneuve. Guillaume Braque, c'est comme ça qu'on le découvre en tout cas. C'était un moyen métrage de Guillaume Braque et qu'on avait beaucoup défendu quand même dans cette émission. Et ensuite Guillaume Braque continue.
Je te lance parce que c'est ton domaine quand même. Après, le cinéma français, ça reste ta cam. Carrément. Moi, je sais que Guillaume Braque, je le suis. J'aimerais bien dire je le suis à fond, mais c'est pas si vrai que ça parce que tu vois, j'ai pas vu l'île au trésor. Enfin, c'est l'île au trésor. Documentaire, mais j'ai pas vu le deuxième qui s'appelait. D'ailleurs, j'ai oublié le titre. T'as encore mieux bossé quoi. Non, carrément. Ouais, mais c'est pas grave. C'est vrai que je rappelle que cette émission qui est quasi improvisée. Ce que j'avais précisé dans le premier enregistrement aussi, c'est qu'au départ, on avait l'intention quand même, pour la réouverture des salles, de faire une émission consacrée à des livres plutôt qu'à des films, parce qu'on est en train de lire des livres sur le cinéma qui sont très intéressants. On veut en causer, mais on les a pas terminés. Donc on parle d'actualité vraiment. Et c'est vrai que dans l'actualité, on a vu beaucoup de films depuis 3 semaines que les cinémas sont réouverts. On a vu beaucoup de films, tous en salle d'ailleurs, quasiment, je tiens à le préciser. Et que tous ces films étaient loin d'être mauvais, bien au contraire, il y a une moyenne générale qui se rehausse, mais pas tous mémorables. Et en fait, en réfléchissant à tout ce qu'on avait pu voir, on s'est dit, mais attends, il y a À l'abordage quand même qui est passé, et À l'abordage, ça c'était un vrai vent frais qui nous est arrivé dans la gueule, et ça, faut qu'on en cause. Et c'est vrai que moi, j'étais passé à côté des derniers films de Guillaume Braque, et celui-ci, j'y allais non pas à reculons, parce que j'avais quand même envie, mais j'avais peur un petit peu quand même de ce sur quoi j'allais pouvoir tomber. J'avais peur sans doute d'intrigue un peu la mort moelle-neu ou d'une ambiance ou d'un dialogue un peu trop romérien, quelque chose dans le genre. Et ma grande surprise, c'est de tomber plutôt sur une ambiance à la Rosier en fait. Une ambiance à la Rosier mais ramassée en quelque sorte, rajeunie aussi. Il y a un vrai rythme dans ce film qui fait qu'on est très vite entraîné, embarqué, et il y a une énergie qui n'est pas survoltée en fait, qui fait que le film est très agréable à habiter tout en restant constamment vivant et quelque part assez surprenant à ce niveau-là d'ailleurs. Ouais, moi je suis complètement fanat de ce truc-là. Enfin, moi j'ai été c'est rare où les films où ils se finissent, où tu dis j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que c'est commencé. C'est ça. Moi, oui. clairement, moi j'ai ça devant ce film. Je me marre, je suis complètement dedans. C'est fantastique. Alors même que on est, on pourrait dire à l'antithèse, on pourrait dire d'un cinéma qui prônerait l'efficacité à tout prix, c'est-à-dire d'un cinéma que moi j'affectionne aussi, mais un cinéma d'action où on se dit on t'embarque dans une histoire et tu vas pas, on va te foutre dans un tunnel. C'est Space Mountain et tu vas y aller. Là, Speed. Au contraire, on est vraiment dans un cinéma qui, comme tu l'as dit, est dans une on va dire dans un registre de scénario qui pourrait être proche de celui de Romer quelque part, parce qu'il s'agit encore une fois de caractères contraires qui vont se côtoyer, de marivaudage amoureux un petit peu, de beaucoup de questions sur le désir, de questions il va être beaucoup question de personnages qui vont à la fois stratégiser un petit peu leur rapport à la conquête féminine, parce que là on a affaire à des personnages masculins, beaucoup de ces questions-là, de gens qui parlent beaucoup, qui essayent de théoriser un petit peu leur rapport au truc. On est dans un truc, là pour le coup c'est la dimension qui est très romérienne, dont Guillaume Braque se revendique, il fait partie de cette génération qui ont été très marquées par Romer, et moi je trouve que bien le reprend, parce qu'au final c'est quand même, moi je trouve une référence hyper digne. C'est bien digéré. Et je pense que là, moi où là ça m'embarque complètement, c'est que clairement Guillaume Braque, moi je le prends pour un des dignes représentants, moi, de la veine du cinéma français que je préfère. Et effectivement, tu l'as cité, il y a Rosier, mais on pourrait citer Piala et Renoir, quoi, ou Stévenin. C'est-à-dire une sorte d'économie de cinéma qui va vraiment dans un rapport assez direct au réel, dans un personnage, de peu d'affêterie, d'essayer d'éliminer tout ce qui fait un petit peu cinoche, comme disait Piala, c'est-à-dire d'avoir vraiment de ne pas s'embarrasser d'un esthétisme qui peut te rendre un petit peu consommable des choses, au lieu de les rendre dans leur entièreté, quoi. Et ça me touche particulièrement, et je trouve que c'est la voie qui paraît
je pense pour certains la plus évidente, c'est-à-dire c'est presque même le cliché du cinéma français, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le cinéma français, moi si c'est pour me parler d'un quotidien, un truc qui me fait pas quitter mon quotidien, ça m'intéresse pas, ça c'est je pense que l'abordage par exemple c'est le cliché du cinéma français pour ceux qui n'aiment pas le cinéma français, c'est vraiment des trucs de tous les jours et tout ça, j'en ai rien à foutre, moi j'ai envie qu'on me fasse rêver. Non, Guy, à l'abordage, non, t'es dans un truc très très quotidien qui ne se bordera pas à aller essayer de créer un romanesque qui dépasserait un petit peu ce truc-là. Alors, du coup, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir. La première, c'est le truc de ne pas faire cinoche. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et je voulais revenir sur le fait qu'il y a un truc qui se crée dans ce truc de ne pas vouloir faire cinoche. C'est-à-dire que justement, on ne voit pas... à aucun moment, on ne peut voir où est-ce que le film nous emmène. Moi, je l'ai vu une seule fois pour l'instant. Et c'est vrai que j'avais de temps en temps une certaine inquiétude. J'avais peur, en fait, qu'à un moment ou à un autre... il essaye de créer une espèce de trame narrative ou des conflits qui gâcheraient en fait le plaisir que j'étais en train de ressentir à voir ces personnages évoluer, se rencontrer, apprendre à se connaître, tout ça machin. J'avais cette peur. Je suis ravi. À aucun moment en fait où vraiment de façon très légère on va rentrer dans des conflits de ce genre qui vont gâcher ce plaisir et qui ferait que tout est attendu en fait. C'est constamment des surprises. Des surprises parce que en fait la moindre rencontre dans le film, on ne sait pas si c'est un personnage qui va durer, qu'on va suivre après, est-ce qu'il va y avoir des relations qui vont se durer, ou est-ce que c'est juste pour le plaisir de la scène. Et du coup, en fait, moi, je me suis retrouvé, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça un petit peu dans un film contemporain, à apprécier chaque scène pour ce qu'elle est, en fait. Sans me demander ça va être quoi le futur de cette rencontre. J'ai pour exemple en fait une séquence, donc pour l'histoire c'est deux jeunes shérifs et j'ai oublié le nom de son copain qui prennent un covoiturage pour aller dans une zone de vacances dans le sud de la France parce que l'un des deux personnages veut faire une surprise à une de ses conquêtes d'un soir qu'il a rencontré à Paris sur les rives de la Seine à danser toute la nuit et à faire des folies de son corps réservées dans un parc le matin. Il veut lui faire une surprise, donc ils prennent un covoiturage pour aller lui faire la surprise sans la prévenir. Donc tu as deux personnages dans la voiture avec un conducteur et puis voilà, ils vont se rencontrer, ils vont passer après une semaine au camping et puis essayer, comme tu le disais, de faire des marivaudages, des histoires d'amour qui s'espèrent en tout cas, plus qu'autre chose. Stratégie amoureuse. Voilà. Il y a une séquence du coup dans ce camping que je trouve superbe, c'est la rencontre entre Shérif, qui est le personnage que je préfère du film, qui me fait penser à une espèce de sage, enfin en tout cas de personnage sage, parce que extrêmement calme et réfléchi, mais en même temps qui balade une espèce de mélancolie, quelque chose de vraiment chaleureux aussi, et il va se brosser les dents un matin, et en se brossant les dents, il y a à côté de lui une mère toute seule avec son fils dans une poussette, je crois, et puis elle doit aller chercher un truc, donc il passe juste un petit peu de temps avec le fils à ramasser le jouet qui tombe par terre, et en fait t'as une séquence de quotidien, donc en effet on est dans un cliché de cinéma français comme tu pouvais le dire, en tout cas une appréhension pour moi du cliché du cinéma français, et en fait non, parce qu'il se passe un truc justement, il y a ce personnage dégage une chaleur, il y a une rencontre toute simple qui se passe avec quelqu'un à côté de lui sans attente quelconque, qui représente très bien pour moi ce que le film va être justement, c'est-à-dire que d'un coup on crée un lien avec quelqu'un mais sans attendre le moindre truc en retour ou quoi que ce soit. Et donc la scène dure, c'est un plan, peut-être deux plans d'ailleurs, et il y a quelque chose de chaleureux, d'humain en fait qui se dégage de tout ça, de simple mais de précis en fait, que je retrouve en ayant revu des morceaux du film pour préparer pas pour préparer l'émission, mais voilà, que j'ai revu des bouts après pour voilà. Le film me paraît extrêmement précis en fait, c'est-à-dire qu'il y a rien en trop, ouais. Et en même temps le film me paraît extrêmement généreux. Ouais, il y a un truc que de toute façon, enfin moi je
pense qu'en plus c'est vraiment pas compliqué de défendre ce film-là, si ce n'est de juste convaincre les gens de le regarder, ceux qui ne l'ont pas encore Bien vu. sûr. Parce que moi, ça me paraît difficile de pas l'aimer, en fait, parce que c'est vraiment un film qui est d'une efficacité, à mon avis, redoutable en termes de bien-être que ça peut procurer. On a envie d'être avec eux en vacances dans le camping. Et je pense que t'as quelque chose là-dedans qui pour moi est spécifiquement cinématographique, mais dans son essence même, quoi. Et je pense que c'est comme si c'était un film qui était vraiment complètement ancré dans le présent. Et je pense que c'est vraiment le truc le plus compliqué à arriver, quoi. On est dans un cinéma, et pareil, si on arrive à parler de No Man Land après, où on se dit c'est aussi un film qui essaye d'arriver dans le présent, parce que dans sa manipulation d'un travail documentaire, en prenant des gens, des vrais gens, machin, et tu te dis ouais, il y a de la fabrication derrière et tout ça. Et en fait, dans Guillaume Braque, par justement aussi cette hérédité d'un certain cinéma dont je parlais, qui essaye de garder cette fraîcheur là, on a l'impression que la scène s'invente devant soi. Et elle arrive aussi parce que c'est aussi dû à un travail, parce que comme tu l'as dit, je pense que c'est aussi ce côté un petit peu performatif de ces gens qui réfléchissent à ce qu'ils vont faire, qui sont dans la scène et qu'on voit dans une scène parce qu'ils ont aussi réfléchi auparavant à comment ils vont pouvoir y aller. En fait, il y a cette dimension de jeu, moi, quelque chose qui me passionne au cinéma, c'est que cette dimension de jeu de ces acteurs, de ces personnages qui réfléchissent comment comment évoluer dans une situation, elle va prendre écho avec l'acteur lui-même, l'acteur vraiment, et non plus le personnage, comment il va réagir lui en tant qu'acteur dans la situation, et comment il va adapter son jeu. C'est-à-dire qu'on est dans un cinéma qui est à la fois, on pourrait dire, moi c'est le paradoxe qui me fascine complètement, qui va être complètement dans quelque chose que tu vas pouvoir prendre pour quelque chose de comme la vie même, mais qui est en fait la chose la plus artificielle possible, parce que une des pures émotions de ce film, à mon avis, c'est le pur plaisir de spectateur qu'on a de voir à la fois des personnages jouer et des acteurs jouer. En fait, les personnages jouer parce que justement, il y a tout ce truc de ces gens qui sont dans une situation, qui évaluent la situation. Sans quiproquo, parce que je voudrais pas... Il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas d'amendement placard, ou des choses comme ça. Il n'y a pas de gênance, en fait. Le film, à aucun moment, ne propose de la gênance. Mais par contre, voilà, il y a aussi le personnage qui joue et l'acteur qui joue. Et je pense que tu as aussi ce plaisir-là. On n'est pas, en fait, dans un... L'erreur, je pense, ça serait de dire il y a un cinéma de l'évidence et un cinéma de l'incarnation absolue, où d'un coup le personnage il est là, il existe, et il est d'un seul bloc. Il n'est pas d'un seul bloc chez Guillaume Braque. Moi je pense que tu as à la fois le personnage et l'acteur, et ça joue vachement. Cette friction là qui est hyper opérante, hein, mais du personnage qui est là et qui a... Tu oublies à un moment justement, c'est-à-dire que c'est ce moment trouble où tu sais pas si tu regardes un acteur jouer ou si tu le vois lui-même en train d'improviser et d'être pris sur le vif, en fait. Et c'est pour ça que je te disais, moi, avant l'émission, ces trois acteurs qui forment le trio principal, j'ai pas forcément envie de les voir ailleurs. Ils pourraient, dans ce cas-là, en effet, peut-être reprendre le même genre de personnage, tu vois. Je sais pas, ça se trouve, c'est des super acteurs, ils sont capables de faire un truc complètement différent, c'est pas le problème, je reviens pas sur leur qualité en tant d'acteur, mais c'est vrai qu'en les voyant, tu te dis, mais comme on pouvait se dire avec Vincent Macaigne, en effet, dans Un monde sans femme, c'est que t'as l'impression de voir... Là, t'avais l'impression de voir Vincent Macaigne pour de vrai. Là, je connais même pas le nom de ces trois acteurs qui sont super, mais t'as l'impression de les voir eux pour de vrai et de voir aussi leur relation évoluer pour de vrai, en fait. Il est arrivé quand même à ce truc-là, hein, un petit peu, qui est très difficile même à atteindre, surtout sans montrer justement la difficulté qu'il y a à atteindre ça, sans montrer le travail. À aucun moment on voit un effort dans le film, ni en termes de mise en scène, ni en termes de jeu d'acteur, ou en termes de scénario. Là, si moi je peux théoriser, ou si on peut théoriser le truc, à aucun moment ça se ressent. Bien sûr que non, c'est ça la force. Et ça paraît simple, ça paraît facile, en fait. C'est ça qui, moi, me déconcerte toujours et m'impressionne, en fait. C'est à quel point ça paraît évident. Ce qu'on est en train de voir. Le film de cinéma, et c'est
c'est pour ça que moi j'aurai toujours une défense assez farouche du cinéma français, parce que il n'y a rien qui m'énerve le plus des gens qui vont dire que le cinéma français c'est de la merde de je sais pas quoi, parce que clairement pour moi c'est le parangon du cliché du cinéma français que des gens vont pouvoir défoncer en disant bah ouais c'est vraiment hyper simple, je fais ça quand tu veux, t'as une caméra et tout ça, il n'y a rien en termes techniques tout ça, mais pour moi pour bien connaître ce cinéma là fait avec 3 francs 6 sous peut-être et avec des acteurs des fois non pros, même là si c'est des pros mais dans un rapport acteurs, oui. Et t'es dans un truc où c'est hyper compliqué Bien à sûr. rendre ce truc là, c'est très très compliqué et c'est vrai qu'on a différentes strates de ce genre-là. C'est vrai qu'on a souvent parlé de nous de Sautet, tu parles de Piala, et c'est des genres de jeux complètement différents, c'est des styles très très différents qui vont chercher, même si le film là s'apparente plus en effet pour moi à du Rosier en termes justement de jeu, ou en tout cas de ce que l'acteur renvoie au spectateur. Ça me fait plutôt penser à du Rosier, de pris sur le vif comme ça, de pas savoir si même les acteurs sont au courant qu'ils sont filmés. Là c'est pas le cas dans le film de Guillaume Braque, parce qu'on n'a pas de scène de voyeurisme ou des choses comme ça, au contraire. Mais le fait est que dans ce cinéma français, dans ce truc de les acteurs sont en vrai, moi je pense, tu vois la séquence de Claude Sautet du repas de Vincent François-Paul et les autres, où on sait pas si c'est une vraie colère, enfin tu vois, il y a un truc on y croit vraiment. Non, tu vois ce que je veux dire, on y croit vraiment, et à un moment l'acteur et le personnage ne font plus qu'un, et puis on est mais Dieu sait que j'adore Sautet, mais je l'inclurai jamais dans ce type de cinéma là. Non, mais ce que je voulais dire c'est que en effet, quand tu parlais de clichés du cinéma français et de l'image que les spectateurs peuvent en avoir, c'est là où je voulais en venir. Mais évidemment, à l'abordage, je n'ai pas du tout là-dedans. Et il y a quelque chose de, je vais encore le répéter, mais c'est vrai de tellement frais en fait dans tout ça. Et tu le disais à l'heure aussi, je pense, c'est un film qui est vraiment qui est de notre temps, qui est pas un témoignage de l'époque non plus, parce qu'on est dans un mini monde finalement, justement ce camping, ce petit univers, ces personnages, et ça cherche pas à faire une espèce d'exposé ou quoi que ce soit, mais c'est ça qui me enfin tu vois ce que je veux dire aussi, de notre monde. C'est ça, je pense, qui m'a le plus surpris en fait dans ce film, c'est aussi de pas savoir vraiment où je foutais les pieds, et à la fin du film d'avoir juste participé à un beau moment de vie en fait. Je voudrais pas donner l'impression aux éditeurs que c'est je sais pas moi, c'est un 2001, au contraire c'est on est dans un petit monde avec des gens simples qui ont des envies vraiment simples, et on nous les fait vivre avec eux. Moi, j'avais vraiment envie de rentrer dans le camping et de passer un peu de temps avec ces gens, de les rencontrer, qui sont tous, en plus, des gens intelligents, des gens qui cherchent pas à faire du mal. Tu dis, ça pourrait vite être chiant quand même, parce que finalement, pas d'intrigue, pas de conflit merdeux, pas de personnages antipathiques qui en foutent la merde, des gens qui sont capables de résoudre leurs problèmes, de faire preuve de chaleur humaine. C'est un truc tout bête. Je pense que t'as un truc aussi qui est particulier et qui verrait peut-être un petit peu à l'encontre de ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un goût pour la comédie chez Braque qui fait un peu toute la saveur du cinéma, c'est qu'il arrive même avec ce truc-là quand même à forcer certains caractères pour arriver à une dimension comique. Je pense, tu vois, au personnage du dépressif, par exemple, le survivaliste complotiste, je sais pas quoi, et il arrive, sans que ça paraisse et tout ça, mais c'est pour ça que cette dimension de jeu me paraît hyper importante, c'est que on n'est pas dans un rapport, tu vois, par exemple, ce genre de personnage chez Piala, pour prendre vraiment le parangon de ce type de cinéma-là, qui serait vraiment à mi-chemin entre un truc hyper naturaliste, hyper réaliste, et à la fois vraiment dans ce double rapport de regard de spectateur qui regarde à la fois une histoire et qui regarde des gens jouer une histoire et qui veut voir la captation d'un moment présent, qui est vraiment pour moi la base du cinéma de Piala, un truc très mystique, très propre au cinéma, on en parlera. Là, chez Braque, à la manière de Rosier, effectivement, il y a aussi un goût
pour la comédie dans le sens de l'accentuation des caractères. Et moi si je voulais pas faire paraître la chose comme plate. Oui. Évidemment, il y a même des personnages qui sont pas agréables. Tu vois, le maître nageur ou je sais pas quoi. Ouais, et le maître nageur, la petite amie qui va chercher à surprendre, qui est en plus pas une actrice formidable. Hein. Il y a quand même tout n'est pas parfait dans le film, mais c'est ce qui fait sa saveur aussi. C'est ce qui fait vraiment sa saveur. Moi, je trouve que la fin, les derniers plans du film, clairement, sont bouleversants sur des problématiques qui sont effectivement, en tout cas, moi, je trouve hyper proches. Et c'est rare en fait de trucs que tu peux voir au quotidien, ressentir dans ta propre vie. Là, c'est vraiment hyper proche d'un truc vraiment fortiche là-dessus. Et si je pouvais finir même sur une note un petit peu négative, moi je me dis. Là où ça m'embête, c'est justement peut-être sur ce côté que tu avais un petit peu évoqué tout à l'heure, sur le côté un petit peu vase clos. C'est que je me dis, pour connaître un petit peu la vie des campings et compagnie, ou la vie en camping, dans ces petits campings dans le sud de la France ou même partout en France, il y a un côté où là, Braque fait, à mon avis, à reculer un petit peu, parce qu'il essaye d'intégrer aussi les gens du tournage. Voilà, il y a une scène avec un garagiste qui est génial. Le mec, on lui a demandé de jouer, il est super. Dans le camping, tu te dis, il reste dans un micro-monde, il a réussi. Où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil aussi. Et on se retrouve qu'avec une sorte de catégorie de gens, surtout une catégorie d'âge, et il n'arrive pas, peut-être pour le moment, à intégrer le monde extérieur au monde qui l'intéresse. On n'entend pas les voisins qui écoutent un best-of d'Abba à la flûte de pan. C'est un peu ça. Et je pense que lui, il en serait complètement capable de faire ce truc-là. Mais je pense que c'est sûrement une prochaine étape de son cinéma, probablement, et peut-être que j'ai pas vu ces deux précédents films. Après, c'est pas un documentaire sur le camping et sur les méfaits je pense que ça limite un peu son cinéma, parce que ça, en fait, ça l'astreint à un certain à que ces personnages et au micro-monde, au micro-jeu que ces personnages tiennent en lui. Et ça fait pas rentrer le monde en entier là-dedans. Je suis tout à fait d'accord, ça force peut-être même un peu l'optimisme, mais du coup, ça donne un film qui est quand même particulièrement agréable à regarder, et ça fait beaucoup de bien. Et c'était À l'abordage, qui est toujours disponible donc sur Arte TV. On va tout de suite écouter justement un extrait de À l'abordage dès qu'Antonin aura réactivé sa machine. Et puis juste après, avec le temps qui nous reste, on parlera aussi de Nomadland. Et le petit vent là, il fait plaisir. Tu vois, c'est pas le vent de Paname, tu vois ce que je veux dire? Tu sens déjà que c'est un vent d'ailleurs. Tu vois le truc, ouais. Tu commences, toi. Non, ma gueule, j'ai trop hâte d'arriver. Et je vais arriver, tu sais, il va se passer quoi? Je vais arriver, je vais voir la meuf, tout ça. Tu sais, il sera choqué, il va faire, oh, comment ça, lui, ici? Ouais, alors, elle va être choquée, ouais. Elle va être choquée, tu vois. Première chose, forcément, quand t'arrives dans une ville comme ça, on va à la rivière, mec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. On va arriver là, à la rivière, il sera, je sais pas, sous les coups de 19h, 20h, il y aura plus personne. Il y aura que nous, tu vois. On va se baigner, tout ça. Tout nu, forcément. On va faire l'amour comme des Mohicans, mec. Tu penses pas que c'est le moment de lui dire que t'es en train d'arriver, là, quand même? Toi, t'as pas capté mon délire. Mon délire, en fait, c'est de la surprendre. Je vois que la meuf, là, elle est dans ma tête comme ça. C'est qu'on a passé une soirée dans le parc, mec. Oh, je t'aurais bien raconté la soirée qu'on a passée, mais là, il y a un bambin. Écoutez, je peux pas rentrer dans... Oh, si je dérange, faut le dire. Hein. Vous prenez pour qui, hein? Attendez, vous arrivez en retard, vous me mentez, je suis pas votre chauffeur. Hein. Après, vous parlez entre vous comme si j'étais pas là. Il est énervé. Quoi? Bah ouais, je suis énervé. Oh, c'est pas ça le covoiturage. Hein. Le covoiturage, on est sympa, on essaie de s'intéresser aux gens. Bah, mais libre à toi de participer si tu veux ou pas, chaton, y a pas de problème. Hein. Bon, regarde, t'as entendu la conversation depuis tout à l'heure. Surprise ou pas surprise? Je sais pas, je la connais pas. Bah, comment ça, tu la connais pas? T'as pas besoin de ça pour la connaître ou pas? Non, t'as pas besoin de ça pour juger le truc, non? Bah... Je sais pas, vous auriez pas une photo que... Ah, il est malin, en fait. Il veut une fiche technique. Attends. La situation ne suffit pas. Faut une photo. Je vais lui montrer une photo d'une vraie meuf. Regarde. T'en penses quoi?
Il a bégayé. Impossible de parler. Elle est jolie. Ouais, bien sûr qu'elle est. On Elle savait est qu'elle jolie, était jolie. mais elle a l'air d'avoir du caractère. Non, mais le gars, il voit. Le gars, il sent les photos, quoi. Mais je pense que oui, il faut lui faire la surprise. On est d'accord. Bah oui, il faut prendre des risques avec une fille pareille. T'entends? C'est donc un extrait de À l'abordage de Guillaume Braque, toujours disponible sur Arte TV. On va parler. Et qui sort au cinéma le 21 juillet. Oh, excellent, très bonne nouvelle. Merci Antonin de nous tenir informés. On va parler de Nomadland, le succès à réessai donc de cette rentrée. Et au-delà de ça, hein, c'est quand même le film à Oscar, quand même. Oui, d'accord, mais bon, ça reste. Bon. C'est le nouveau film de Robert Redford, on va dire. Super. Et donc c'est Chloé Zhao qui réalise ça. Chloé Zhao qui depuis justement ses Oscars a déjà été embauchée par Marvel. Je dis ça, c'est pas pour me moquer ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve l'écart entre les deux assez fascinant, le passage rapide entre ces deux objets assez fascinant, parce que Nomadland, donc, qui raconte le trajet d'une femme qui devient SDF grosso modo, enfin pas SDF mais qui décide de vivre en camping-car et puis de traverser les États-Unis pour vivre comme une saisonnière, hein. Donc voilà, elle va un coup bosser dans un camping, justement, on y revient au camping, un coup faire du boulot pour Amazon, un coup faire machin et tout, elle fait des saisons, voilà, dans son camion aménagé, interprété par Frances McDormand, donc, qui a à nouveau eu un Oscar pour ce film, et qui va rencontrer évidemment beaucoup de gens, des gens qui vont mal, des gens qui vivent sur la route. Ça parle de ces communautés justement de gens qui sont dans la marge constante, soit par choix, soit par obligation, mais qui vont se retrouver malgré tout. Des gens qui ne vont pas bien en tout cas. Pas tant que ça. Il y a des gens qui ne vont pas très très bien quand même, qui sont dans une certaine misère, même si ça ne les empêche pas de retrouver dans cette communauté justement de la chaleur humaine, de croiser tout au long de leur chemin beaucoup de chaleur humaine et du caca aussi, parce que quand elle travaille dans le camping, elle doit nettoyer beaucoup de caca quand même, hein. Elle fait des boulots pas très faciles, mais elle le fait. Il y a une force de caractère chez le personnage, un personnage qui est extrêmement attachant par justement cette espèce de force de caractère, espèce d'envie de continuer à avancer malgré les douleurs qu'elle a pu endurer, et qu'elle continue de... Voilà, elle a choisi de vivre sans confort. Enfin, elle a choisi. C'était un petit peu forcé comme choix, mais il y a quelque chose de... Bon, c'est un film qui parle justement de ces... non pas mises au banc, mais de ces personnes qui vivent dans la marge, vraiment aux États-Unis en partie, quoi. Je suis content que tu me reprennes. Ouais, non, mais je l'ai vu il y a quelques temps, et c'est les souvenirs que j'en garde. Ouais. Tu t'es allé à Los Angeles pour le voir, c'est très bien. Mais moi, je l'ai vu aujourd'hui, donc le souvenir est assez frais, ce qui a une qualité et un défaut aussi. Hein, donc je ne sais pas si je serais à même d'en parler bien, mais pour le coup, je réagis par rapport à ce que tu dis, parce que moi, ça me paraît être au contraire un des défauts du film. Enfin, ce que tu dis, à mon avis, c'est faux, dans le sens où le film montre au contraire des gens qui ont plus ou moins choisi, enfin peut-être ils ont été un petit peu contraints, mais une des vrais, en tout cas pour la personnage principale, c'est qu'elle a décidé de vivre dans son van, justement de ne jamais être sédentaire. L'enjeu pour elle étant que, vivant son deuil, elle ne peut pas se fixer sur quelque part, parce que ça va peut-être lui rappeler qu'elle a été fixée à un moment avec son mari, son enfant, machin, et que moi, si je dois faire un reproche, un des reproches que je pourrais faire au film, par exemple, c'est justement si on pouvait croire que ça serait un portrait d'une Amérique qui serait un peu mise au banc, qui serait dans les trailer parks américains, au contraire, on est plus dans quelque chose qui va vraiment promouvoir ce style de vie en quelque part. Et clairement, beaucoup des personnages qui vont être interrogés, j'ai presque envie de dire interrogé, parce qu'au final, on est presque dans une structure de documentaire où, par un mélange, une intrication entre la fiction et le documentaire, beaucoup des personnages qui deviennent des personnages par la force des choses sont plutôt des personnes qui vont témoigner face caméra et devenir des personnages par la force de la fiction, quoi. Mais au final,
leurs propos témoignent tous d'une volonté d'être là-dedans et au contraire d'une promotion d'être dans ce style de mode de vie. Moi, là où je veux en venir, c'est que je me dis, là où le film me paraît très faible dans son ensemble, c'est que il carbure quand même vachement sur une sorte de mélancolie, de tristesse où tout le monde va se dire, et ta réaction m'incite à croire que c'est vrai ce que je ressens, c'est de dire finalement c'est le portrait d'une Amérique délaissée pour compte, mais le film ne cesse de montrer que il y a une beauté là-dedans. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait que le film au final est faussement dur. Il fait partie de ces films faussement durs où tout le monde va sortir en disant c'était dur mais c'était beau. Mais alors qu'en final, si tu regardes bien le truc, il est jamais dur, le film. En fait, il est jamais dur. À aucun moment, le film n'appuie sur ce qui pourrait être dur. Et c'est marrant que tu cites aussi la séance du caca, parce que je pense que la séance du caca, c'est vraiment là pour que Chloé Zhao se dise peut-être qu'au final, tous mes personnages, je les ai filmés avec beaucoup trop d'amour, beaucoup trop d'attention avec tout ce qu'ils racontent, je les ai pas assez chargés peut-être dans leur passif et tout ça, et qu'il a fallu que je mette la séance du caca pour leur dire que voilà, ce quotidien est compliqué en fait. Mais moi, la vie de Frances McDormand là-dedans, moi, en tant que mon expérience de spectateur, je regarde le film avec un confort absolu, en fait. Ouais. Et ce qui me pose un vrai problème, c'est que ce film-là devrait être un film de la même façon qu'un film de pionnier, un western, avec à la fois cette beauté de l'aspiration d'un pionnier de la route vers l'Ouest, parce que je pense que c'est pas anodin de parler de western, parce que je pense que c'est vraiment ça. Le film s'inscrit dans cette relation-là. Il s'inscrit dans cette relation à l'Amérique, cette relation vraiment qui date, qui est hyper inscrite dans l'histoire de l'Amérique, ce rapport à la liberté, au nomadisme, au voyage et compagnie. Mais dans les plus beaux exemples qu'on peut avoir de ça, en général, c'est des films qui sont à la fois dictés, qui sont guidés par deux forces absolument contraires. C'est à la fois par cette force de l'idéal d'une vie de nomadisme et de liberté, et à la fois par la dureté que cette vie-là peut avoir. Et moi, j'ai l'impression que du côté de la dureté, le film fait vraiment profil bas. Et moi, je prends ça pour une sorte de lâcheté, quelque part. C'est pour ça que le film me paraît être typiquement un film, je ne suis pas étonné que c'est des Oscars et tout ça, parce que le film n'est pas assez âpre, en fait. C'est que tout glisse tout seul. Les séquences à Amazon glissent tout seul, le boulot ça glisse tout seul, le clodo qui taxe des clopes, qui taxe un briquet, ça glisse tout seul. Tu te dis c'est beau, ces mecs qui sont sur la route et tout ça. C'est une sorte de fantasme. Moi, le film me paraît sombrer complètement dans un fantasme de la beauté qu'il peut y avoir dans la vie de nomadisme et tout ça. Et ça me paraît être le point central du problème de ce film, qui est vraiment un problème de cinéma central. C'est à un moment, je ne sais plus quel cinéaste disait, il faut absolument pas hésiter à faire souffrir ses personnages. Et moi, je pense que là, Chloé Zhao, elle n'ose pas faire souffrir son personnage. Et c'est clair et net pour le rapport à Frances McDormand, et clairement pour les autres. Effectivement, du coup, le film échappe à tout misérabilisme. Mais il va dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'il va dans un truc où tout est absolument confortable et tout est beau. On a un rapport à des idées où tout le monde se dit c'est vachement beau, et on perd, à mon avis, totalement de vue aussi ce qui me paraît être finalement dans l'écriture du film le sujet central, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est supposé vivre un deuil, et on le quitte complètement de vue. Parce que finalement, à part le fait qu'elle nous a suggéré qu'elle fuyait un passé, au final, on est plutôt sur un registre du quotidien, sans que cette dimension-là ne s'incarne à aucun moment de façon dramaturgique ou de façon plastique, quoi. Alors,
Je vais me faire l'avocat du diable. Je suis grosso modo d'accord avec toi, mais j'ai envie de me faire l'avocat du diable parce qu'il y a 2-3 choses qui m'intéressent quand même dans ce film et à propos de ce que tu viens de dire. Par rapport à la douleur ou au misérabilisme ou à tout ça. Moi, pour le coup, les entrepôts d'Amazon, je trouve ça douloureux et c'est vrai que c'est intéressant quand tu parles de western ou je pensais à d'autres films où on voit justement des saisonniers bosser dans les champs des années 70 par exemple, où là pour le coup on embauchait plutôt des Mexicains ou des immigrés qu'on faisait travailler à la chaîne. Et c'est vrai que là pour le coup de la voir bosser en saisonnière dans les entrepôts d'Amazon à la chaîne, en sachant comment ça se passe, sans que le film ait à revenir là-dessus, mais le fait d'inclure en fait ce travail-là dans ce film-là, je me suis même demandé à un moment, mais ça va pas leur poser problème en fait aux producteurs, tout ce machin, de montrer Amazon comme ça, comme clairement étant ce boulot de merde abominable. Ceci dit, jamais montré comme un boulot de merde. Hein. Bah, c'est pas exactement montré en effet comme un boulot de merde, c'est-à-dire que mais absolument pas chez ça reste sur un truc. Non bien sûr, justement, à aucun moment c'est pas un problème hein, non mais justement, c'est pas à charge. Sauf que moi en le voyant, j'ai tout de suite en tête Amazon, ce travail à la chaîne, et c'est vraiment montré comme un travail à la chaîne. Donc évidemment, ça peut pas être positif. C'est peut-être moi en tant que spectateur qui imagine tout ça, hein, mais évidemment, c'est problématique et puis du coup, elle est dans une vie de précarité. C'est-à-dire que ce travail d'Amazon, ça inclut du coup une vie de précarité. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Ce qu'elle cherche. Ce qu'elle cherche. Du coup, c'est pas un problème. Parce qu'elle cherche dans le sens où elle cherche pas forcément une situation stable. Non, mais elle cherche à ne pas être sédentaire, mais elle cherche quand même à gagner sa vie en fait. Et du coup, elle se tue à la tâche, que ce soit là ou dans les restaurants où elle fait la plonge et le ménage, ou dans les campings où elle étale le caca. Sans en effet, mais ce qui fait qu'en tant que spectateur aussi, je pense, tu n'as pas cette douleur du travail, c'est le personnage principal lui-même. Encore une fois, je fais ce travail d'avocat du diable parce que ça m'intéresse, mais parce que le personnage lui-même a peut-être pas un orgueil, mais en tout cas cette volonté justement de ne pas se plaindre, d'oublier certaines douleurs et qu'elle va chercher ce genre de boulots qui sont difficiles, qui sont des boulots ingrats, qui sont des boulots mal payés, qui ne nécessitent pas de formation quelconque, alors même qu'elle est, si je me souviens bien, professeure à la base. Je veux dire qu'elle a elle croise quelqu'un au début du film, un ancien élève qui lui dit mais vous serez plus mon professeur l'année prochaine, des choses comme ça. Donc elle va chercher des boulots qui sont à l'inverse de ça. Ça c'est la première chose qui m'intéressait parce que j'ai le sentiment qu'en effet à aucun moment on va essayer de pointer du doigt, comme dans un film des Frères Dardenne, c'est très juste, ou n'importe quel film soi-disant social, l'espèce d'esclavagisme de certains travailleurs, hein, parce qu'on n'est pas loin de ça pour certains trucs, certains boulots qu'elle va effectuer, mais on va se centrer sur le personnage plutôt que sur le fonctionnement d'un travail d'une entreprise. Et ce personnage va prendre le dessus. Ça m'intéressait un petit peu parce qu'en effet ça permettait surtout de se concentrer sur ce personnage et sur sa force de caractère plutôt que sur tout le malheur et sur toute la difficulté de vivre qui l'entourait. Il me semble que le film se centre sur ce personnage et sur son trajet, sur sa trajectoire plutôt que sur justement les efforts qu'elle fournit, qui sont comme l'actrice d'ailleurs, qui sont en sourdine entre guillemets. Et il y a un autre trajet, il y a un autre aspect du film qui m'intéressait un petit peu, c'est par rapport à un genre qui m'intéresse encore une fois, c'est le road movie. Et c'est sa trajectoire. Et j'ai été chercher un petit peu pendant que tu parlais dans ma mémoire un film qui pouvait correspondre à ça, et j'en ai pas trouvé. Il en existe peut-être, mais j'en ai pas trouvé. Et c'est vrai que le road movie depuis le western a connu pas mal d'évolutions différentes en termes de trajectoire, d'ouest en est évidemment, d'est en ouest et puis d'est en ouest. Il y a eu des allers-retours très tôt, et puis ça continue. Fury Road dernièrement faisait encore un aller-retour. Là on a la boucle en fait.
C'est-à-dire qu'elle choisit en effet comme tu le dis, j'avais oublié ça et c'est très juste que tu me reprennes. Elle choisit cette vie de nomade. Pour une raison très simple. C'est pour ça que je disais que c'était un choix un peu forcé, c'est-à-dire que elle le choisit, mais en même temps, elle a pas trop d'autres choix parce que sinon elle va sombrer, quoi. Comme pas mal des gens qu'elle va croiser, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de le faire en effet, mais c'était soit ça, soit complètement sombrer. Donc c'est un choix pour moi qui est un peu forcé, c'est le choix de la dernière chance finalement pour ces gens qui décident de prendre la route, de vivre en nomade. Et leur voyage se solde par un cercle, c'est-à-dire qu'ils tournent en rond. Tous, ils tournent en rond et c'est pour ça qu'à un moment ils vont se recroiser, à un moment ils vont refaire tous les ans du coup les mêmes magasins Amazon, les mêmes restaurants, les mêmes campings, les mêmes cueillettes, que sais-je, mais ils vont tourner en rond en fait. Et c'est ça en fait le nouveau trajet du road movie américain. Je force peut-être un peu le trait, mais il y a quelque chose qui apparaît là-dedans qui m'intéresse parce que du coup, c'était un trajet que j'avais pas forcément encore vu, ou dans les plus grands road movies américains des années 70, à la fin du trajet, les gens fonçaient dans le mur, les gens écrasaient la route. Là, non. Ils décident en toute conscience. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est un choix des personnages de tourner en rond. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ça leur convient. Et il y a une espèce d'autosatisfaction des personnages qui est quand même assez déprimante à faire ce voyage en rond et à se retrouver et finalement à avoir une vie quasi sédentaire. Ce qui arrive finalement à la fin un petit peu, c'est-à-dire qu'elle se retrouve à se poser un petit peu en fait. Elle se pose pas à la fin. Pas très longtemps. Final, non mais il y a des pauses évidemment comme dans n'importe quel road movie. Il y a des espèces de parenthèses. Oui, justement, au final, elle se pose parce que ça revient au point de départ. Elle a quitté la seule opportunité qu'elle avait de point de sédentaire, mais ceci dit, voilà. Tu vois ce que je veux dire en tout cas. Non, mais en creusant un petit peu, il y a des choses dans ce film que je trouve plutôt intéressantes et qui font presque, je tire un petit peu encore là, mais avancer le schmilblick, quoi. Ouais, non, mais carrément, mais je pense que ce à quoi on pourrait rapprocher ça, par exemple, ça serait le truc des hillbillies, justement, enfin, ouais, des mecs qui, pendant la première crise de 29, aller vers l'ouest ou en tout cas utiliser les trains pour voyager d'est en ouest ou d'ouest en est pour aller suivant les territoires faire des saisons. On revient justement, c'est les années 70, ils ont repris ce truc des années 30 aussi et on y revient. C'est un film pour l'instant. Mais après il y a eu d'autres exemples, hein. Après je pense que ça serait vraiment pas l'endroit pour faire l'analyse de ce corpus là, hein. Mais moi je pense à un autre film quand même auquel j'ai pensé pendant la projection du film, c'est le film de Kelly Reichardt, Wendy et Lucy, avec cette fille Michelle Williams qui jouait dans Michelle Williams Dawson. Et Dawson, tout à fait, et aussi Blue Valentine que j'adore, et qui jouait une nana aussi sur la route avec son chien, et qui d'un coup arrivait dans une ville qui était une errante, et pareil. Dans mes souvenirs, parce que j'ai revu ce film qu'une fois, peut-être vivait en faisant peut-être des saisons et tout ça, mais d'un coup avait un problème de bagnole. Et moi, je me rappelle que ce film-là m'avait très marqué parce que tu avais un rapport à l'économie qui était très fort. C'est-à-dire que d'un coup, ta bagnole est en panne, et ben, tu as un rapport genre, d'un coup, il y a des sous que je dois avoir. Et je dois faire un boulot où je dois trouver les moyens d'avoir les sous pour gagner ma bagnole. Donc, il y avait un rapport au quotidien hyper fort. Et moi, c'est un truc qui me paraît manquer, ou en tout cas sur lequel Chloé Zhao dans Nomadland ne s'attarde pas vraiment, ou en tout cas arrête toujours toutes ces scènes au moment où ça va devenir un petit peu pénible, où on va sentir que le personnage, ça va être trop pénible pour elle. Moi, je pense à une scène qui me revient directement, où quelqu'un va lui dire dormez pas ici, est-ce que les températures vont chuter, allez à une église plus loin, il y a des trucs, la nana se couche, cut en fait, et tu la vois pas vraiment douiller un peu. Je dis pas qu'il faut forcément, après du coup tu vas avoir la tentation de dire tu te dis faut pas faire du misérabilisme, j'ai pas envie d'attaquer trop mon personnage et tout ça, j'ai pas envie qu'on dise que mon cinéma va chercher la souffrance. Ceci dit, il y a un équilibre à mon avis qui est dur à trouver dans ce genre de truc sur quelqu'un qui effectivement est en souffrance
dont on sait très bien qu'elle a choisi sans avoir choisi cette situation-là, mais qu'on essaye de valoriser ce truc-là, parce que je pense que le film essaye de valoriser ce truc-là, parce que pour moi c'est comme une gigantesque pub pour l'Amérique, quelque part, hein. Et d'ailleurs c'est une des qualités du film, parce que les plans sont magnifiques, la photo est magnifique, et clairement tu vois les trucs, tu te dis mais moi, en fait, j'ai envie d'avoir cette... Enfin, c'est presque, t'as envie d'avoir cette vie-là, t'as envie de voir ces paysages. J'ai vécu un peu ce qu'elle a vécu aux États-Unis, de dormir au bord de la route, dans des camions. Tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as un truc où tu dis, mais tout le rapport aussi documentaire avec tous les mecs qui sont interviewés, tu te dis, mais c'est génial, tu vois les gens et tout. Mais ce rapport avec tous ces gens, la parole qu'ils ont est unilatérale, en fait. Elle est toute entière dédiée à la promotion de ce mode de vie-là. Et ça me paraît être un gros problème. C'est que tu te dis, il faut un peu d'ambivalence, quoi. Il faut un peu de paradoxe, il faut un peu... Je comprends ce que tu veux dire, et clairement, je vois les manques du film, et en même temps, j'ai le sentiment, en sachant très pertinemment que ce film ne m'a pas particulièrement touché, mais que ça fait peut-être que c'est peut-être un petit une petite avancée, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un objet, c'est pas des personnages que j'ai vus depuis quelque temps. Je suis content que ça revienne sur le devant de la scène. Je suis content que ce film soit comme ça un succès, entre guillemets. Disons que moi ça m'a fait l'effet comme si c'était un de ces... C'est vrai que j'ai lu ça en lisant de travers un peu les critiques qui avaient été sorties sur le film et qui citaient Malick, mais clairement je pense que Chloé Zhao a été un petit peu inspirée par ça, et particulièrement bizarrement pour les scènes d'intérieur, moi plus que pour les scènes d'extérieur. Les scènes d'intérieur sont clairement inspirées par le Malick de Tree of Life. Paradis perdu aussi, de toute façon. Ouais, mais en fait, au niveau thématique, mais je pense qu'on est même en termes de filmage. Esthétique. Moi, une des scènes que j'ai trouvées les plus belles, enfin vraiment les plus incarnées, enfin celles que j'ai trouvées les plus abouties du film, ou en tout cas celles qui m'ont le plus touché aussi, c'est les scènes du paradis perdu du film, quoi. C'est-à-dire le paradis perdu du film, c'est non pas la nature, c'est la scène de la maison avec le faux amant, l'amant qui n'en est pas un, l'amant potentiel, et puis l'espèce de maison justement complètement. Et là il y a un renversement, c'est-à-dire on te propose de retrouver justement une maison, quoi, et puis une famille. Et ce moment est filmé de la façon dont on pourrait dire que Malick filmerait la nature, c'est-à-dire comme un Éden, alors que c'est le comble de la civilisation, c'est-à-dire la famille qui se retrouve autour d'un repas et tout ça. Et moi, en tout cas, ce qui l'effraie, elle justement, tout ce qu'elle a tenté, elle a tenté d'échapper à ça, et ça, c'est ce qu'on lui propose. Et évidemment, en tant que spectateur, tu te dis bah oui, mais c'est ce confort, cette chaleur humaine, cette gentillesse, la famille, dans tout ce qu'elle a de très américain. Tiens, ça, on te l'offre sur un plateau. Complètement. En fait. Et puis, je pense que dans la façon qu'elle a de le filmer, de façon vraiment plutôt assez atmosphérique, justement à la Malick, avec bourré de cuts, des mouvements je pense que c'est de la steadicam. Ça pourrait être une séquence de montage. En n'écoutant pas les dialogues. Ça correspond à une séquence de montage comme dans Rocky 4, sauf que là, c'est un montage un petit peu à la Malick, justement. Où voilà, c'est quoi cet espace, c'est quoi cette famille. Mais ça te fait rien vivre de ce qu'ils vivent. C'est juste une idée, une publicité presque. Après, c'est une publicité, mais en même temps, il capte une sorte d'atmosphère, d'une idée. C'est une publicité atmosphérique. D'accord. À la Malick. Moi, j'ai toujours pensé que voilà, Malick, il était très fort pour filmer à la fois l'incarnation totale de quelque chose et en même temps l'idée de quelque chose. Et là, moi, j'ai retrouvé ça dans cette scène-là. À la fois, c'est hyper incarné. Malheureusement, je suis désolé. On n'avait pas prévu de passer autant de temps, je pense, sur Nomadland. Je suis désolé de te couper. Tu voulais terminer avec un truc? Non, une phrase choc. Ouais, moi je peux terminer par une phrase choc sans problème. Moi, je dirais que moi, ce film-là, finalement, ne m'a pas convaincu, mais je pense que depuis que je suis retourné en salle et j'ai vu 5 films, dont certains que j'ai préférés, c'est Nomadland, c'est le seul film où je me suis dit putain, le cinéma en salle, c'est taré, parce que clairement, au niveau du son, c'est complètement fou, parce qu'il y a, voilà, je pense que lui, le mec aurait dû avoir l'Oscar du son, et j'y connais rien en son, mais clairement, il y a un truc de son qui est fou, et effectivement, l'image est belle, et t'as un truc qui fait que quand tu regardes ça dans une grande salle,
c'est assez fortiche, quoi. Nomadland en salle, notamment à l'Arvor à Rennes, hein, pour tous les Rennais. Le nouvel Arvor a ouvert 10% sur et chaque entrée. voilà, c'est ça. Donc Antonin a un intérêt quand même à faire la promotion de ce nouveau cinéma. On y passera d'ailleurs, avant que j'oublie, le 20 juin, si je dis pas de bêtises, hein, c'est un dimanche soir, ce sera à 21h. 21h, le Wicker Man de Robin Hardy, hein, dont nous parlions il y a quelques temps dans cette émission, là, que nous avons sorti en DVD Blu-ray chez Studio Canal dans la collection de Monsieur Torret. Et ben voilà, on va vous le présenter sur grand écran à Rennes pour cette première séance des films dimanche soir depuis oulala très très longtemps, en partenariat avec ces connards de Antonin Godard. Et fils de pute. Ah oui, merci, j'avais oublié de préciser ce terme. À l'abordage, je le répète, est disponible sur le site de Arte TV, chez Rimini, La Manière Forte et Milagro. Et puis on se retrouve très bientôt. Tu me dis si j'ai oublié une annonce particulière? Pas du tout. On reviendra très bientôt dès qu'on aura fini de lire nos livres pour en parler dans cette émission. Ce sont de gros livres, alors ça prend un peu de temps et nous n'avons pas beaucoup de temps. On se quitte avec justement un extrait de Nomadland pour écouter ce son dont tu parlais. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission en podcast sur le site de Canal B et le lien sur les réseaux sociaux pour l'écouter, notamment sur YouTube. À très bientôt. Ciao. Des bisous. It's like my dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life just remembering Bob. You know what I mean? I can relate. I rarely ever talk about my son, but today would be his 33rd birthday, and 5 years ago he took his life. And I can still barely say that in a sentence. And for a long time, every day was, the question was, how can I be alive on this earth when he's not? And I didn't have an answer. And those were some hard days. But I realized that I could honor him by helping people and serving people. It gives me a reason to go through the day. Some days that's all I've got. And out here, there's a lot of people our age, and inevitably there's grief and loss. And a lot of them don't get over it either. And that's okay. That's okay. One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. You know, I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. I always just say, I'll see you down the road. And I do. And whether it's a month or a year or sometimes years, I see them again. And I can look down the road and I can be certain in my heart that I'll see my son again. You'll see Bo again. And you can remember your lives together then.